Hey, c'est Ninon. Et c'est Camélia. Parlons rugby's. Aujourd'hui, on va parler de la première journée du tournoi Destination et de ce qu'on en a pensé. Donc, commençons par le premier match du week-end, le fameux France-Irlande que personnellement j'attendais beaucoup. Pour moi, c'était un peu genre la finale avant la finale. France-Irlande, l'année dernière, on avait commencé avec France-Italie. Tu vois, on avait commencé doucement à se mettre Hmm. dedans. Et là, on commence avec un boom. Donc, genre, j'avais trop hâte. J'entendais beaucoup que on allait être les gagnants, voilà, que les sites de Paris nous donnaient les gagnants. Sur Instagram, je voyais beaucoup des influenceurs disaient oui, je pense que la France va gagner par rapport à l'Irlande. Et j'avais du mal, moi, personnellement, à comprendre d'où venaient ces superstitions, en fait. Pour moi, on n'était pas plus favoris que l'Irlande, même au classement mondial, etc. Donc, je t'avouerai que je comprenais pas trop, même avant de voir le match, pourquoi on était donné favori. Oui, et puis surtout, après la Coupe du Monde 2023, je pense que l'Irlande avait plus besoin de se venger que la France, de montrer de quoi elle était capable. Je pense que la déception était peut-être un peu plus grande de l'autre côté de la mer Celtique, en sachant que les Français ont un petit peu du mal à rentrer dans leur tournoi de façon générale. Après, moi, je suis pas sûre pour la déception pour plusieurs raisons. Premièrement, bah, on était très bien placé au classement mondial. Deuxièmement, c'était en France. Et troisièmement, on n'est pas passé à cause, entre guillemets, d'erreurs d'arbitrage à un point près où c'était vraiment tu chipotes, quoi. Alors que l'Irlande, ils ont été très déçus parce qu'ils avaient la meilleure équipe irlandaise qui n'a jamais existé en rugby. Ils étaient numéro 1 mondiaux avant de commencer le mondial. Et pourtant, en fait, en quart de finale, encore une fois, ils n'ont pas réussi à aller en demi-finale, ce qui est en soi en fait leur histoire, l'histoire du rugby irlandais. C'est on arrive en quart de finale et on ne va pas plus loin. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment l'année où ils mettaient vachement plus de la pression. Je pensais que ça allait être très serré. Voilà, Moi c'était mon aussi. avis de base. Mm. Parce qu'il y avait aussi des joueurs manquants, entre guillemets, des joueurs phares qui manquaient des deux côtés. Oui, Euh, oui, oui, oui. Côté irlandais, c'est sûr qu'il n'y a plus leur légendaire capitaine Sexton. donc il manque ce leadership en fait de Johnny Sexton qui est toujours été, ou nous a semblé en tout cas ces 4 dernières années où ils ont été très forts, très importants pour l'équipe d'Irlande. Oui, c'était un pilier, ça c'est sûr. Et du côté français, beaucoup d'absents. On a déjà Antoine Dupont qui donc a décidé de pas jouer les 6 nations pour aller s'entraîner avec l'équipe du rugby à 7 pour les Jeux Olympiques. Ce qui n'était pas forcément le plus dramatique, mais par contre, on a toute une équipe qui a fallu repenser puisque il y a tout ce qui est Thibaut Flamand, Melvin Jaminet, Rome Taofifenua, Gelon et aussi Miafou qui n'était pas là. C'est énormément de joueurs qui manquent en fait. Personnellement, j'ai été aussi étonnée par les choix de la composition de l'équipe de la part du corps d'entraîneur français. Notamment, en fait, quand je regardais le banc avant le match, donc j'ai regardé la composition et le banc, et en fait, je me suis dit, il y a plein de gens sur banc que moi j'aurais mis en titulaire, notamment Cameron Wauki. Parce que quand tu Mmh. regardes le nombre de Mmh. touches qu'on a manqué et tu regardes le talent de Cameron Wauki pour les touches, tu te dis, mais puis il est entré vraiment à la fin et tu te dis, mais quand tu vois que tu perds autant de touches, et j'aimerais bien juste comprendre. Moi, je pense que le 15 de départ, c'était surtout pour affronter un peu le jeu un peu physique et de blocage défensif que l'Irlande a de base. D'où l'explication qu'il n'y avait pas forcément des personnes un peu plus douées autres que ça. Mais c'est vrai que pourquoi est-ce que la réaction a été un peu tardive, je sais pas. Oui, puis moi, ce que j'ai noté beaucoup, c'est en fait des gros problèmes d'organisation et de communication de la part du 15 de France. Mais en fait, tu voyais qu'il y avait juste un gros manque de leadership. Je Oui. mets pas le blâme du tout sur Grigory Aldrip qui a sa première cape en tant que capitaine de l'équipe de France. Enfin, ils sont vraiment un groupe en fait dans cette équipe de France à la l'idée à mener. Il n'y a pas vraiment une tête. En Irlande, on a l'impression que tu avais vraiment Johnny Sexton qui tirait tout le monde vers le haut et qui menait ce groupe, en fait, qui était vraiment la tête de groupe. Là, dans le 15 de France, tu as plutôt un groupe, donc avec Dupont, Jolon, Aldrit, etc. C'est des gens qui ont joué ensemble depuis qu'ils sont tout petits. Oui, Et du coup, quand il manque des personnes comme ça, bah en fait, l'équipe manque d'organisation et manque de communication et ça se ressent. je suis assez d'accord avec toi.
Du coup, pour revenir au match, à la mi-temps, on était à 10-17 avec l'Irlande qui menait et la France qui venait de marquer un essai. Disons que moi, j'étais pas plus alarmée que ça, mais c'est vrai que Willem C avait eu 2 cartons, donc un jaune et un rouge pour plaquage haut. Et donc le rouge parce que c'était plaquage haut répété. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 cartons jaunes, automatiquement, tu les transformes en un carton rouge parce que c'est inadmissible de faire 2 erreurs aussi dangereuses, en fait, dans un même match. C'est pour ça que l'arbitre était obligé de sortir le carton rouge. Sauf qu'après, la décision du bunker est revenue et sur le deuxième carton est de toute manière transformé en carton rouge parce que c'était tellement grave. Donc je pense que Willem C, on va pas le revoir avant un bon moment. Il va sans doute passer devant il va passer devant la commission des rugby. Et même, est-ce qu'il a encore sa place en équipe de France? En fait, c'est une vraie question. J'ai entendu des commentaires qui disaient que d'après eux, Willem C avait perdu son niveau international. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il a des vrais talents. Le premier carton ne m'a pas choqué. C'est vrai qu'il a tendance à faire attention. Mais alors, c'est vrai qu'une deuxième faute est la même. Ça me paraît aberrant à ce niveau, quoi. Moi, c'est ça plutôt qui me choque. En fait, c'est pas en termes de niveau de joueur, c'est un très bon joueur, personne. Mais est-ce qu'il a encore l'intensité, en fait, pour pouvoir être un joueur à niveau international? C'est ça plutôt. Je pense qu'il a niveau, je sais pas s'il a l'intensité, parce qu'en fait, l'intensité de ces matchs est tellement grande qu'il faut vraiment garder la tête froide durant tout le match, et j'ai pas l'impression que c'était le cas. Et il a pas réussi à faire ça. Et si tu peux pas faire ça, tu te mets en danger, tu mets les autres en danger, et en plus, moins important par rapport au danger, mais tu fais perdre ton équipe en fait, en faisant des erreurs comme ça, qui sont idiotes. J'ai entendu que Grégory Aldrit a dit on peut pas mettre tout le blâme sur un joueur. Je mets pas tout le blâme sur un joueur, mais je mets le blâme de ses erreurs sur lui. Oui, c'est sûr, avoir une personne en moins, ça quand même, ça déstabilise un petit peu le terrain. Après, je tiens à dire un peu pour apporter un peu de nuance que les Irlandais étaient particulièrement bons pour ce match. Je les ai trouvés très impressionnants. En fait, ils ont fait ce qu'ils savent faire depuis toujours. Ils sont au top de leur niveau. C'est un jeu extrêmement rapide et une défense qui est assez physique et qui vole les ballons. En fait, on avait vraiment énormément de mal à avoir le ballon. On avait du mal à avoir le ballon. Leur défense était du béton armé. Et aussi, un truc que j'ai noté durant le match, c'est que nous, en France, on a de la chance, on a des très bons ailiers. Donc, on a Penaud, il avait mis Moefana, mais on a aussi Louis Bielbiarré. Et si on n'avait pas Louis Bielbiarré, on a Gabin Villiers. Et si on n'a pas Gabin Villiers, on a Dumortier. Donc, en termes d'ailiers, on est plutôt pas mal. Mais là, nos ailiers n'arrivaient pas à avoir la balle. Et quand ils arrivaient à avoir la balle, ils la tenaient pas. Moi, je vois Damien Penaud qui essaie de réceptionner la balle et qui fait un truc comme ça avec sa main. Oh, mon Dieu, j'étais là, je m'effondrais devant la télé. J'étais complètement démunie. Je me disais, mais on n'y arrive pas. Oui, bien sûr. Et puis au rugby, en fait, le rugby, c'est la vitesse qui compte parce que la vitesse, c'est de l'espace et de l'espace, c'est des opportunités de marquer. Ça, c'est sûr. Et là, les Irlandais avaient un jeu extrêmement rapide et surtout, j'ai trouvé Lowe impressionnant. Il était suractif en île. C'était Lowe et Bundiaki. Moi, je sais que mes parents suivent un peu le rugby, mais de loin. Ils suivent un peu les compétitions internationales de temps en temps. Et ils ont vu, ils étaient là, mais c'est qui lui? Et je suis là, ça c'est Bundiaki, élu meilleur joueur du monde en 2023. Ils étaient là, ah bon, etc. Et en fait, ils l'ont vraiment remarqué en mode, il est partout ce mec. Un truc un peu bizarre sur Bundiaki que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de son numéro sur son maillot. Il n'y avait pas Irlande, il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas son nom. Et je sais pas pourquoi, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas réussi à trouver. Donc, s'il y a des gens qui savent, n'hésitez pas à nous le dire. Parce que... Un petit mystère. Ouais, j'ai pas trop compris. Oui. Bon, en tout cas, score final 17 pour la France et 38 pour l'Irlande. Je vous avoue que ça fait très mal. J'étais sonnée. Disons qu'on a vraiment encaissé la deuxième mi-temps. Oui. On n'a même pas eu de points de bonus défensif. C'est vraiment très violent. Je pense que ça peut servir de leçon pour l'équipe de France en termes d'organisation, de communication. J'aimerais quand même finalement pointer 2 petits points positifs, moi, que j'ai eu pour tirer sur une petite note positive pour ce 15 de France. C'est 2 remplaçants
qui ont eu tous les deux leur premier cap lors de ce match. C'est Posolo Tulagi. J'espère que je prononce bien son, son nom de famille. Je suis désolée si ça dit Tulagi. J'ai essayé de chercher, je n'ai pas trop trouvé, donc on va dire Tulagi. Je le trouve impressionnant. Dès qu'il est rentré, bam, bam, bam. Sa présence se faisait vraiment ressentir, donc ça m'a impressionné personnellement. Et aussi, le deuxième point positif, c'est que Lucu, enfin, c'est un point un peu négatif, mais qui va se transformer en point positif. J'étais un peu déçue par Lucu durant ce match, durant toute la première mi-temps, etc. Et je le sentais pas en forme, je le sentais pas prendre des bonnes décisions, comme on peut le voir d'habitude. Il y avait des gens où j'étais qui disaient oui, non, mais en fait, la charnière Dupont-Ntamak, ils ont l'habitude de jouer toujours ensemble, c'est pour ça qu'ils sont si bons, etc. Et je dis non, mais cet argument ne vaut rien du tout. La charnière Jalibert et Lucu jouent ensemble en club aussi. Donc en fait, cet argument n'a aucune base. J'ai juste trouvé que Lucu était pas du tout en forme. Mais par contre, quand il a été remplacé par le demi de mêlée Nolan Le Garec, donc c'est le demi de mêlée du Racing, il m'a vraiment surprise dans le bon sens de la chose et je me suis dit waouh, un courant d'air frais là. Les entrées de Tulagi et de Le Garec m'ont vraiment fait du bien et m'ont redonné un peu d'espoir. Moi, à la fin, personnellement, mon espoir, c'était pas qu'on gagne le match, mais c'était qu'on le perde avec le bonus défensif. Ce qu'on n'a malheureusement pas fait. Non, mais c'est sûr. C'est vrai que je pense que, ouais, au bout de 20 minutes, là, dans la deuxième mi-temps, enfin, ouais, pour moi, c'était un peu plié. Et ça, j'imagine que tu le ressens aussi sur le terrain. Et ça aide pas. En termes de moral, quoi. C'est sûr qu'un carton, au-delà de perdre un joueur, c'est dans la tête aussi. C'est dur à encaisser. Ouais. Tu vois aussi le stade, quoi. Le stade qui s'éteint, alors que c'est le Vélodrome. Le Vélodrome, c'est une atmosphère incroyable. En tout cas, je n'y suis jamais allée, mais de tout ce que j'entends, etc., ça a l'air vraiment incroyable comme ambiance. Et là, à la fin, t'avais plus aucune ambiance, quoi. Les gens, ils n'arrivaient juste pas à soutenir ce qu'ils voyaient, en fait. Bon. Je pense que vous voyez, voilà, vendredi, c'était pas la joie, quoi, à la fin du match. Mais par contre, moi, je me suis du coup réveillée le prochain jour, assez contente quand même qu'on ait 2 autres matchs à regarder. On peut passer au match suivant. On a donc Italie contre Angleterre. Ce match, il me donne le sourire. J'ai adoré regarder ce match. Voilà, je tiens à dire que incroyable. les trois matchs étaient très intéressants. Mais Italie-Angleterre, une place dans mon cœur spécial, quoi. Vraiment. Non, mais c'est sûr, de voir une Italie qui, en mi-temps et avant l'Angleterre, c'est-à-dire l'Italie a 17 à ce moment-là, l'Angleterre en a 14, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est une équipe qui est en complète progression et qui a des nouveaux joueurs super intéressants. Mais leur défense, la défense italienne à la première mi-temps, à la deuxième, seconde mi-temps aussi, mais à la première mi-temps, j'avais ma mâchoire par terre, j'étais là. Les Français apprenaient. Le 15 de France apprenait de la putain de défense. Non mais vraiment, moi je trouve ça incroyable. Super surprise, ça veut dire aussi que le nouveau sélectionneur fait quelque chose de bien, je pense. Oui. Voilà. Et juste un petit truc qui m'a étonnée. Le premier essai italien, sans arbitrage vidéo. Parce que en regardant, même quand tu regardais les replays, moi j'avais l'impression qu'il y avait un petit en avant, etc. Et même les commentateurs, moi je regardais sur France 2, le disaient. Ouais. Et non, accepté. Après, je respecte la décision de l'arbitre, etc. Oui, mais j'avouerais que le fait que l'essai soit accordé sans faire appel à la vidéo m'a un peu surprise, surtout quand t'as cet outil qui est très pratique, qui te permet en 2 secondes de vérifier s'il y a une passe en avant là, ou pas. Parce que là, vraiment, l'angle de la vidéo était assez clair. Mais bon, je vais pas me plaindre. Hein. Oui, enfin, je pense qu'on était tous un peu impressionnés dans le bon sens à ce niveau-là. Ouais. Et en plus de ça, il faut mentionner, Ange Capozzo était forfait pour cette rencontre-là en particulier. Ouais. Et alors, ça me faisait rire. Leur star qu'on voit un peu de partout sur le terrain. Et là, de voir qu'ils arrivent à faire ça sans cet élément qui d'habitude semble être clé. D'autant plus, quoi. Oui. Je tiens à dire que j'ai toute ma compassion qui va vers Ange Capuzzo. Ange, si tu m'écoutes, sache que c'est ok d'avoir des gastro de temps en temps. Non, mais parce qu'on entend tous les joueurs de rugby, ils se sont fait les ligaments croisés, ils se sont fait mal à la cuisse parce que ils ont une déchirure dans le muscle, etc. Là, lui, il avait juste une gastro. Il est humain comme tout le monde. Remets-toi-en bien et on t'attend la semaine prochaine, Ange, d'accord ? Voilà, puis à sa place, on avait Garpi
Galbici, j'espère que je prononce bien, Galbici, qui pour le coup, moi, m'a vraiment impressionnée. Donc, juste pour que les gens sachent, on enregistre ça le dimanche soir. Et j'ai pas réussi à trouver les statistiques des matchs pour les pénalités. Mais ce que j'ai noté, parce que j'ai pris des petites notes durant le match, c'est la discipline des deux équipes sur le coup. En tout cas, en première mi-temps, où j'ai trouvé qu'il y avait quand même assez peu de pénalités, surtout pour l'Italie, qui est d'habitude une équipe où je trouve fait beaucoup d'erreurs idiotes et se prend beaucoup de pénalités. Et là, ça n'a pas été le cas et ça m'a aussi impressionné. Oui, 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 il y en a eu, je pense qu'on a eu une ou deux en deuxième mi-temps, si je m'abuse, qui ont été transformées par Ford, si je me Oui, souviens oui. bien. Mais oui, Ford d'ailleurs, qui moi aussi en vrai m'impressionne toujours. Enfin Oui. moi, j'aime pas vraiment l'équipe d'Angleterre. Je trouve qu'elle est pas très dynamique, mais alors Ford et Marcus Smith sont incroyables. Et notamment là, il y avait pas Marcus Smith, et je pense que ça, c'est ce qui a fait que l'Angleterre était presque au bord de perdre contre l'Italie. Parce que disons que Marcus Smith, c'est leur demi d'ouverture, c'est vraiment leur personne sur le terrain qui leur permet de voir ce qui se passe et de diriger les jeux. Et c'est ça depuis quelques années. Et c'est sûr que quand tu perds cet élément, moi je peux comprendre qu'en début de mi-temps, voilà. Ce qui m'impressionne, moi, chez George Ford, c'est sa constance. J'ai l'impression que peu importe dans quel match tu le mets, il sera toujours bon. Il Oui. sera pas extraordinaire comme Finn Russell ou Marcus Smith peut l'être de temps en temps avec des éclats de génie, mais il sera constant, il sera bon. C'est un peu, si je puis me permettre, le Lucu des demi d'ouverture. Oui, et moi je C'est-à-dire que le comparerais même à Ramos finalement, parce que je trouve que Ramos aussi a tendance à être très très bon. Alors en termes de transformation, je pense qu'on peut les mais comparer. c'est ma comparaison n'était pas forcément par rapport à ça. Ma Mm, comparaison, bien que je sois d'accord avec toi, mm, mm. ma comparaison c'était plus sur le fait que Lucu on le compare beaucoup à Antoine Dupont. C'est-à-dire qu'il est sans arrêt comparé à Oui, Antoine bien Dupont, sûr. Oui. etc. Mm. Et lui-même dit en fait, moi je me crois pas meilleur que Dupont, mais c'est le meilleur joueur du monde. Comment tu veux? C'est le meilleur, si c'est pas le meilleur joueur, c'est le meilleur demi de mêlée actuellement au monde. Aucune discussion. Comment veux-tu que je me compare à lui? Comment veux-tu que je dise ah oui, il est meilleur que moi? Non, Mm. mais ça veut pas dire que je suis mauvais, je suis bon aussi. Et Oui. Lucu, c'est vrai qu'il est connu pour sa constance, il a un bon jeu au pied, il sait bien organiser le jeu. Maintenant, Ford, c'est pareil. Ford, c'est pas un mec qui va faire énormément d'éclats, à part au match contre l'Argentine avec ses 3 drops. Mais sinon, c'est pas il fait pas des trucs de fou comme un Finn Russell, comme un Marcus Smith, Voilà. etc. Ce qui peut Par avoir des bons contre, côtés aussi. C'est parce que voilà, ce type mais de oui, joueur un peu hot shot, c'est des joueurs qui des fois font des erreurs et qui sont un peu qui ont un revers de la médaille, quoi. Mm, mm, mais mm. oui, tout à Pas, fait. pas Mais très du coup, prédictible. Mm. exactement, quand je le, c'est à quel point il est constant, à quel point il est bon, et moi je trouve ça assez incroyable parce que, on va pas se mentir, sans son jeu au pied, sans Mm. toutes les transformations qu'il a mises, sans toutes les pénalités qu'il passe, ben, l'Angleterre elle perd. Oui, je suis d'accord. Voilà, en sachant quand même que l'Italie, en deuxième mi-temps, quand elle voit que l'Angleterre essaye un peu plus de prendre possession du terrain, a tendance quand même à un peu éclater. Je trouve qu'une fois qu'on leur barre leur jeu un peu au pied et leurs deux trois joueurs qui sont les plus performants, ils ont un peu du mal à avancer, mine de rien. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'un point de progression, que là, en tout cas, de mon humble expérience en tant que personne qui n'a jamais joué au rugby mais qui est une grande fan, il peut dire, j'ai l'impression que maintenant, ce qu'il faut, le point sur lequel il faut qu'ils travaillent, c'est le fait de jouer un match en fait. Parce que Mm. là, ils arrivent à mettre l'intensité sur une mi-temps et faire une excellente performance avec une bonne prestance sur une mi-temps. Mais en fait, un match, c'est pas 40 minutes, c'est 80 minutes. Oui, et surtout, il y a des moments où, voilà, on va se heurter face à une équipe qui est très bonne, un mur. Enfin, il faut en fait aller au-delà, quoi. Trouver des Ouais, tout solutions. à fait. Tout à fait. Aussi pour parler un tout petit peu carton jaune pour Italie-Angleterre, il y a eu un carton jaune chez les Italiens à la toute fin de l'Amaro et un carton jaune chez les Anglais pour Daly. Donc voilà, c'était pas des erreurs, enfin La de fatigue, un peu de la fatigue, fatigue, je voilà, pense. c'était Ouais. en fin de deuxième mi-temps. Donc voilà, j'ai rien trop à dire dessus personnellement, juste voilà pour faire un petit état des lieux carton jaune.
Mmh. C'est sûr qu'après, hein, la défaite de la France, ce match m'a fait extrêmement plaisir Moi à aussi. regarder. Et finalement, la journée a continué avec un autre match super, qui était donc le match Pays de Galles contre Écosse. Donc, Pays de Galles contre l'Écosse qui s'est joué au Pays de Galles à Cardiff et qui a commencé de manière assez désastreuse. Catastrophique même. À la mi-temps, on était 0 pour le Pays de Galles contre 20 pour l'Écosse. C'est quand Ouais, même en une mi-temps là, on commence à se poser des questions. Oui. ça fait mal. Donc, bien évidemment, pour parler de joueurs absents, encore une fois, on va parler de Reece James. Enfin, encore une fois, parler des joueurs absents. On va parler de Reece James qui, bien évidemment, a décidé d'arrêter le rugby, du moins pour l'instant, pour se focaliser sur la NFL, qui est un choix comme un autre. La NFL, donc la Ligue de football américain, pour ceux qui ne le savent pas, donc ceux et celles qui ne savent pas. Et donc, il manquait un des joueurs clés en fait de cette ère, si ce n'est le joueur clé Oui. de cette ère de l'équipe galloise. Oui, d'ailleurs, on pourra peut-être en parler, mais c'est très intéressant ce choix qu'il a fait, en sachant qu'il y a des voies de conversion entre intersports. C'est Ouais. définitivement pas le premier à l'avoir fait, et c'est pas quelque chose qui est extrêmement rare ou exceptionnel dans le rugby. Donc voilà. Évidemment, ça a surpris à l'annonce. Moi, j'avoue que j'étais un petit peu choquée quand j'ai vu Je ça passer pense, réseau. je pense que ce qui a surpris, c'est le timing de Oui. l'annonce. Parce qu'il aurait pu faire cette annonce durant l'été, un truc comme Mm, ça, durant l'entre-saison. Il a fait l'annonce au milieu de la saison de rugby. 2 semaines avant, enfin 2 semaines, une mm, semaine, mm, je sais mm. plus vraiment, 2 ou 1 semaine avant le début du tournoi Destination, en Ça laissant serait son pas équipe une en plan. tactique finalement pour éviter que les autres équipes le sachent. Je sais pas, c'est aussi le million, c'est aussi, enfin le milieu. C'est aussi le milieu slash un peu la fin de la saison de rugby, de football américain Oui, c'est aux vrai. États-Unis. Mais après, moi, je trouve que c'est pas chouette, on va dire. Mm. Je trouve ça ok qu'ils veulent poursuivre ses rêves, etc. Lâcher ton équipe comme ça au dernier moment, au milieu de la saison, Bon, après, on sait c'est pas trop s'il était au exactement. courant, ce qui s'est passé, etc. Tout ce que moi je peux dire, c'est que je suis très déçue. C'était un joueur que j'aimais beaucoup, voilà, que j'appréciais Mm. regarder. Sincèrement, le voir une Mhm. balle à la main, enfin voilà, c'était magnifique. Donc voilà. Bon, Donc une équipe finalement assez déstabilisée quoi en première ah ouais, mi-temps, ouais, et qui n'arrive qui avait à vraiment rien du faire. mal. Mm. Mm. Ouais, c'était fou. C'était assez fou. Et du coup, en mi-temps, a priori, je pense qu'ils ont dû se prendre un énorme savon de leur sélectionneur. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Euh, mais il se trouve que du coup, dans la deuxième mi-temps, une remontée mais impressionnante. Mais la remontada du siècle. C'est ça. Moi, à la J'ai fin, jamais vu ça. Enfin, je dirais peut-être pas jamais, mais c'est très très rare ça. autant dans les 2 matchs précédents, France-Irlande, je suis pour la France. Italie-Angleterre, par principe, je suis pour l'Italie. Oui. Écosse-Pays de Galles, j'ai pas vraiment d'opinion. Mais avec la remontada, moi j'adore les underdogs. J'adore aller, je suis comme tout le monde, dire que C'est si j'ai l'impression que tu dramatique. vas perdre, je vais être pour toi, je veux qu'il y ait un film faire sur le truc, etc. Mais du coup, là, la fin, à un point après, j'étais là, je m'en fiche. Les Écossais font une erreur, et ensuite, le Pays de Galles transformé là. Allez, le Pays de Galles! Alors que j'ai rien contre l'Écosse, et que l'Écosse a fait un match très correct. Voilà, donc un score final, donc 26 pour le Pays de Galles et 27 pour l'Écosse. C'était vraiment, vraiment, vraiment serré, avec une transformation qui a été donc ratée en plus du côté du Pays de Galles. Donc en Ouais. fait, une équipe qui aurait totalement pu gagner au final. Un truc aussi qui est intéressant de noter, c'est que l'Écosse est passée à rien du tout du point de bonus offensif parce qu'ils ont marqué que 3 essais. Et par contre, le Pays de Galles, eux, ont le point de bonus défensif avec les deux. Donc il y a une histoire de et de ou, comme on vous l'avait expliqué dans l'épisode précédent. Et bien là, dans ce cas-là, ils ont eu le et, ce que personnellement je trouve est un peu rare. Donc ils ont marqué 4 essais et ils ont perdu à moins de 7 points, du coup ils ont 2 points de bonus défensif malgré leur défaite. Alors que le Pays de Galles, ils ont même pas réussi à marquer 4 essais. À la fin, à la 80e minute, il y a
Van der Merwe qui écrase le ballon sur la jambe d'un Gallois, je sais plus lequel. Du coup, il n'y a pas eu essai finalement. Oui. Mais c'était... moi, ça m'a un peu vraiment choqué. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire aussi que le Pays de Galles a fait énormément d'erreurs pour en arriver là, parce que tu peux pas perdre en ayant marqué 4 essais et ton adversaire 3 essais. Oui, Sans et c'est là avoir où on voit été... la limite. C'est là où la limite, c'est une équipe qui n'est pas très très stable malheureusement, de par son environnement de sélection, avec la fédération, des joueurs qui viennent et partent, c'est sûr. Et ça se voit un petit peu sur le terrain, je pense. Mais c'est vrai que là, très impressionnant. C'est-à-dire que s'ils arrivent à régler ces soucis-là, c'est une équipe qui est franchement très intéressante à suivre. Peut-être pas forcément pour ces 6 nations. Mais en tout cas pour la suite, ça c'est sûr, dans le long terme. Et j'ai été impressionnée par les deux équipes, que ce soit l'Italie ou le Pays de Galles. J'ai trouvé que cette deuxième journée, c'était un peu le monde à l'envers, quoi. Pour ce match, il y a eu 2 cartons jaunes, les 2 pour l'Écosse. Donc il y a Tupulotu, voilà, excusez-moi pour la prononciation, qui en a eu un, et Turner qui en a eu un. Et c'est là aussi pour dire que l'Écosse a aussi été très indisciplinée durant ce match, durant la seconde période particulièrement, dès qu'ils ont senti en fait qu'ils n'avaient plus le contrôle, dès qu'ils ont été mis en position de défense, ils ont eu plus de 10 pénalités durant la seconde mi-temps, ce qui est énorme. Énorme. Déjà, juste dans un match, 10 pénalités, c'est énorme. Dans une mi-temps, c'est incroyable. Et je pense que c'est quelque chose dont la France, dont le staff français va prendre note, parce que ça veut dire que quand ils sont mis dans leur tranchée, les Écossais, ils font des erreurs et tu peux prendre des points facilement, ce que le Pays de Galles n'a pas forcément réussi à faire, parce qu'ils n'ont pas un jeu au pied fantastique. Nous, on a Thomas Ramos. Bien sûr. Non, je suis d'accord avec toi. Oui, finalement, l'Écosse m'a un peu déçue là. À l'arbitre, Ben O'Keefe avait parlé et on avait dit que c'était un arbitre sur lequel il y avait eu beaucoup de débats. Et de controverses, oui. Après ses performances. Et moi, je pense toujours qu'il ne mérite pas le titre, le prix d'arbitre de l'année en 2023. Par contre, il montre aujourd'hui, encore une fois, qu'ils sont très bons arbitres, parce que le match a été très très bien arbitré. Et avec son équipe, ils ont fait un boulot extraordinaire sur ce match, j'ai trouvé. Oui, moi j'ai vraiment rien contre Ben O'Keefe. Moi pour reprendre un peu le souci, le souci a été plus avec l'organisation, je pense, de la Coupe du Monde 2023. Moi, ça me choque pas du tout qu'il revienne arbitrer. C'est quand même un arbitre iconique du sport. Je veux dire, ça fait un moment qu'il est là, il a prouvé sa place. Hein. Moi, puis là, il donne rien à redire, effectivement. Je suis bien d'accord. Donc, on a décidé que chaque semaine, pour chaque journée en fait de ce tournoi, on allait faire notre top 6 de performance des équipes. Donc, c'est la performance juste sur la journée de rugby et pas sur le niveau de l'équipe de manière générale. Et ensuite, l'idée on s'est dit ça pouvait être sympa, on a vu ça un peu sur d'autres podcasts, c'est qu'à la fin du tournoi, on fasse un peu notre gagnant, pas en fonction des points, mais en fonction des performances de chaque équipe, de faire une moyenne et d'avoir du coup un petit classement autre que le classement final de qui a gagné le tournoi destination 2024. Donc Camélia, je te laisse commencer. Numéro 6, qui est à la dernière place cette semaine? Moi, je vais mettre l'Angleterre. Ok. Moi, j'ai mis la France. Parce que je trouve j'ai été vraiment... L'Angleterre, j'arrivais à avoir des points positifs. La France, j'ai pas réussi. La France, c'était très compliqué pour moi. C'était une telle déception. Face à l'Irlande, on n'a pas du tout été au niveau. En fait, c'est juste par rapport à où on est actuellement et où on a été. Oui. Ou bien, d'une autre manière, où on a été et où on devrait être, en fait. Ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait. Exactement. Et toi, pourquoi l'Angleterre, du coup, à cette 6e place? L'Angleterre, sincèrement, les voir jouer là en première mi-temps contre l'Italie, j'ai trouvé que franchement, c'était une équipe complètement perdue, quoi. Enfin, non, ça allait pas. 5e position, du coup, moi j'ai l'Angleterre. La France. Parce que... donc en fait, au final, c'est pas très différent. On se rejoint, voilà. C'est ces deux équipes qui ont grandement déçu, là.
On s'attendait mieux, en fait. On Mmh. s'attendait mieux. Bien que l'Angleterre ait un peu, à ramasser, les miettes, à la seconde mi-temps, c'est pas ce qu'on attend d'une équipe qui, d'une équipe et d'un peuple qui nous fait un peu: «Nous, on est arrivé 3e aux mondiaux 2023». Tu es là: «Ouais, tu es arrivé 3e, tu as failli te faire battre par l'Italie». Ouais, bien sûr, Donc heu, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. donc voilà. Ensuite, 4e position, Camélia? J'ai mis l'Écosse. Aussi! Bon, c'est pas forcément, si, il y a eu un souci de discipline, ça c'est sûr, en deuxième mi-temps Voilà. et au-delà de ça, oui, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'ils auraient pu être juste une place au-dessus s'ils avaient eu leur bonus offensif parce qu'en fait, à la fin de la, 1re mi-temps, ils avaient 3 essais. À la fin de la deuxième mi-temps, ils avaient 3 essais. C'est Voilà, ça, ils c'est ont ça. pas La deuxième mi-temps, ça les a complètement déstabilisés peut-être est-ce que c'était parce qu'ils étaient pas, à la maison? Ils étaient à Cardiff, donc chez l'adversaire, peut-être un petit peu joué, mais mais en tout cas la fatigue, ça c'est sûr et il faut qu'ils apprennent, pour la suite, quoi. ouais, parce que c'est une très bonne équipe et là, Mmh. on n'a pas vu tout leur potentiel du tout et j'ai entendu des gens dire: «Oh, ils nous font peur pour, la France la semaine dernière». Moi, personnellement, ils me font pas plus peur qu'avant après cette performance. Voilà. Non, C'est non, c'est toujours une équipe qui m'inquiète un peu parce que c'est une très bonne équipe, mmh. mais j'ai pas plus peur maintenant. À la limite, si j'ai plus peur maintenant, c'est vu la performance de l'équipe de France, de vendredi. Oui, C'est tout. c'est sûr, c'est sûr. Après, ça a toujours été une équipe un petit peu imprévisible, hein, voilà, faut le dire et Mmh. qui a pas forcément la meilleure ambiance de groupe, de toutes les équipes, Oui. possibles. Qui est menée en fait aussi par, Finn Russell et Finn Russell est un joueur très imprévisible. Il a du génie, c'est sûr, mais, il a, je trouve, une mentalité et c'est vraiment personnel et c'est après avoir vu quelques interviews, j'ai regardé aussi une partie du documentaire, Netflix et je trouve que c'est quelqu'un qui est très centré sur lui-même Mmh. et qui est très, moi, ma performance, moi, mon truc, moi, je veux gagner. Oui, je veux gagner pour mon pays, mais c'est moi qui vais les faire gagner et je trouve qu'en fait, avec cette mentalité-là, au rugby, c'est un peu compliqué d'avoir une bonne ambiance de groupe et de Mmh. faire des bonnes choses. Exactement, exactement. Donc une équipe qu'on peut jamais, trop prédire donc c'est sûr, pour moi, elles perdent pas, elles déméritent pas dans la suite du tournoi, ça prédit rien du tout. C'est juste que là, pour ce match en particulier, voilà, ça allait pas. Exactement. Ensuite, numéro 3, moi, j'ai mis le Pays de Galles. Tout pareil, le Pays de Galles. Voilà. Parce qu'ils m'ont impressionné en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, c'était pas ça. La première mi-temps, c'était du grand n'importe quoi. Mmh. J'ai pas compris ce qui se passait pour être honnête, je regardais, je dis: «Mais pourquoi je regarde ce match en fait?» C'était un peu ça. Donc Ils avaient juste pris pour mal à cette voir, hein. première Ah mi-temps, oui, oui, à la maison en plus devant leurs supporters, oui, oui. ouais, j'avais mal pour eux. Mmh, mmh mh. Mais ils se sont rattrapés, s'ils avaient fait une deuxième mi-temps comme la première mi-temps, ils auraient été avec la France. Ils auraient été là en dernier, en 6e avec la France. Mmh. Mais c'est pas le cas, donc je pense que ça va être, intéressant de les suivre, de voir, la semaine prochaine comment ils vont se débrouiller. 2e, position? Moi j'ai mis l'Italie. Ouais, pareil, l'Italie. L'Italie, très impressionnante, je l'attendais vraiment pas. Parce ce qui s'est passé, c'est qu'on avait vu que c'était une équipe qui était capable de tenir sur un terrain pendant les dernières 6 nations, mais ça n'a pas tenu pour le coup pour la Coupe du Monde. Ouais, Et moi, ils m'avaient impressionné leur destination, mais déçu pour la Coupe du Monde. Alors je savais pas trop où me tenir et je me suis dit bon bah a priori c'est une équipe qui se cherche encore quoi. ouais, Mais ouais. là, je trouve que disons que ce qu'ils ont acquis reste en fait. Et c'est là, il faut évidemment peaufiner et aller au-delà. Mais je veux dire, il y a une vraie Tout à fait. avancée qui, je pense, va perdurer quoi. Mm. Ça fait tellement plaisir de voir ça et pour le rugby italien, je pense que ça a tellement de signification. C'est tellement important, ce match-là, des résultats comme ça pour le développement du rugby en Italie et pour le rugby italien. Donc ça fait trop plaisir. Comme on disait par rapport à la France que, par rapport à ce qu'on s'attendait, ils ont pas été au niveau. Là, c'est le contraire. Ils ont surpassé toutes mes attentes avec un jeu incroyable, une défense qui, moi, je n'ai jamais vu l'Italie défendre comme ça avec cette férocité. Donc, et en plus devant leur public à Rome, ça faisait tellement, tellement, tellement plaisir à voir. Donc c'est une deuxième place qui, pour moi, montre bien et
c'est une très bonne entrée dans le tournoi à destination et c'est une deuxième place d'encouragement. Je sais bien qu'au classement général, machin, machin, ils sont pas deuxième, mais dans mon cœur, dans les performances de ce week-end, ils le sont. Non, je suis assez d'accord. Et puis voilà, ça a tenu 3 points, c'est rien. 3 points, c'est Ouais. rien face à une équipe d'Angleterre qui historiquement est emblématique. Donc bien sûr, c'est magique de voir ça. Je pense que oui, l'Italie est en train d'être sur une pente montante et j'ai hâte de voir la suite, ça c'est sûr. Ouais. Donc, pour finir, notre numéro 1, qui est, bien évidemment, L'Irlande, l'Irlande. voilà, qu'on a toutes les demi. C'était magique de les voir jouer. Je trouve que là, ils sont au top de leur forme. Ils déméritent pas. Voilà, je pense que Tout à moi, fait. le rugby irlandais, c'est le rugby que j'aime bien voir, que j'aime bien jouer. Et c'est aussi le rugby vers lequel je trouve les règles convergent aussi. Je Oui. pense qu'ils ont un rugby très moderne, en fait. Et c'est très beau à voir. Ouais. En fait, ils ont leur rugby et ils font la loi. Mm. Et c'est juste un match parfait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils jouent, c'est la deuxième nation mondiale, ils jouent contre les quatrièmes mondiaux et ils sont parfaits. Et ils font aucune erreur et ils nous étouffent, ils nous étouffent, ils nous étouffent, ils nous étouffent. Je suis d'accord, c'est pas la meilleure performance de l'équipe de France, mais ça n'enlève absolument, absolument rien à l'exploit qu'ils viennent de faire. Parce que je suis désolée, moi je considère ça comme un exploit. Mm, mm, mm. Je suis d'accord. Et puis leur rapidité, moi je garde vraiment ça. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, quoi. Mm, mm. Oui, parce que leur rapidité et leur capacité à ralentir notre jeu aussi. Exactement, exactement. Avant de vous dire nos dernières pensées, je vais vous présenter le classement actuel après cette première journée du tournoi Destination 2024. En premier, on a l'Irlande avec 5 points. En second, on a l'Angleterre avec 4 points. En troisième, on a l'Écosse avec 4 points aussi. Puis le Pays de Galles avec 2 points. Puis l'Italie avec 1 point. Et on finit par la France, dernier, avec 0 point. Je pense qu'on va pas recommencer ça. Non, on n'a pas besoin. Ça parle de soi-même, ouais. Ok, dernier commentaire, dernière petite pensée, Camélia. Oui, moi je voulais un peu parler des nouveautés de ces 6 nations là qu'on a pu voir en réel pour cette journée-là. Il y a le nom des joueurs qui est apparu sur les maillots. Je pense que c'est très intéressant comme évolution dans le rugby. Je suis pas forcément pour, voilà, parce qu'en fait avant c'était juste leur numéro qui avait sur le maillot qui indiquait leur position. Donc maintenant on a leur nom. Et l'explication derrière, c'est que de plus en plus, le rugby est un sport qui se démocratise avec de nouveaux publics pour lequel il est plus facile de comprendre le jeu et de se familiariser avec les joueurs s'il y a leur nom marqué sur le terrain. C'est sûr que le rugby est un jeu qui se fait à plusieurs, en équipe. Et voilà, normalement, il n'y a pas d'individu. Et de marquer ce nom, ça individualise en fait le jeu. Donc c'est pour ça que moi, je suis pas totalement pour. On peut me traiter de conservatrice un peu sur ce point-là. Mais je trouvais que c'était joli le fait que ce soit pas comme le foot avec en fait des joueurs qui se distinguent par eux-mêmes. Mais donc voilà, c'est à noter. Je sais pas si tu as des avis J'ai là-dessus. pas vraiment d'opinion là-dessus. Je comprends les deux côtés en Mm. fait. Et je pense que aussi ça peut être une bonne idée que ce soit de manière temporaire. Le temps que le rugby se démocratise, etc. Et juste pour les grands événements. Donc pour le tournoi destination, pourquoi pas. Pour la Coupe du Monde, pourquoi pas. Par contre, pour la tournée d'automne ou la tournée d'été, je verrai pas forcément l'intérêt parce que de toute manière, les gens qui ne sont pas fans de rugby ne regardent pas ces événements. Et donc, on n'a pas besoin d'individualiser plus les jours que ça. Oui, pourquoi pas, c'est une solution assez élégante, oui, oui. Et pour terminer, deuxième nouveauté, c'est des protège-dents connectés. Voilà, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, il y a une des blessures les plus mortelles au rugby, c'est les commotions. Et en fait, ces nouveaux protège-dents qui ont une puce à l'intérieur permettent d'envoyer des statistiques sur les chocs aux équipes médicales des joueurs. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Il y a, je pense, des critiques venant des joueurs eux-mêmes Mhm. qui en fait doivent changer d'équipement
et s'adapter à ces nouveaux équipements qui des fois les gênent ou ne sont pas ceux pour lesquels ils sont habitués. Pour ma part, je pense que pour leur sécurité, c'est super. Après, c'est pas une nouveauté technologique qui va, je pense, pouvoir être distribuée au plus grand nombre de joueurs, notamment les joueurs amateurs, qui en fait sont ceux qui souffrent le plus de commotions qui ne sont pas traitées. Une bonne nouveauté, mais qui vise pas forcément pour l'instant le public qui en a plus besoin. Adéquat. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec toi. J'ai entendu Thomas Ramos un peu s'en plaindre en disant que lui, pas s'en plaindre, en disant que lui, il trouvait ça dommage que ce soit directement devenu obligatoire et que ce soit pas d'abord passé par un essai sur la base du volontariat de chaque joueur. Moi, je pense que c'est juste positif. En fait, au bout d'un moment, tu as 15% des commotions cérébrales qui sont pas détectées sur le terrain. C'est hyper dangereux. Je connais des gens qui ont plusieurs commotions cérébrales et en fait, ça a des effets à vie, notamment des mal de tête, des migraines extrêmes, des problèmes de vue, des problèmes de concentration, en fait, des connexions neurologiques ne fonctionnent plus bien. Donc pour moi, c'est juste extrêmement important d'avoir ces protège-dents. En effet, je suis d'accord avec toi, il coûte très cher. Il me semble autour de 400 € le protège-dents. C'est énorme et c'est vrai qu'en fait, il faudrait... Mais je pense qu'au fur et à mesure, le prix va sans doute descendre avec l'ancienneté de la technologie. Après, au-delà du prix, c'est des données qu'il faut savoir lire, avoir une équipe médicale qui Oui. permet. Enfin voilà, en fait, c'est au-delà du prix, c'est une organisation qui, je vois mal, qui pourrait très difficilement s'implémenter en fait en club amateur. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça peut se faire, ce serait super. En effet. Donc je pense que c'est tout pour ce podcast. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous rejoindre la semaine prochaine pour un nouveau débrief de la deuxième journée du tournoi Destination. Et sur ce, c'était Ninon. Et c'était Camélia. Et on vous fait la bise.